J'ai eu une petite période où je me suis dit putain mais c'est cool en fait, on fait la fête pendant notre boulot, puis en fait non, pas du tout. Tu te rends compte que c'est pas du tout le but, que déjà si tu pars dans cette idée-là, tu dénatures ton travail, parce qu'en fait ton travail c'est de faire la fête aux autres, pas toi. Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation. Je suis Corventen et aujourd'hui le studio Corewen a le plaisir d'accueillir Ninon Fauvarc qui va nous parler de sa passion pour la mixologie, qui est l'art de mélanger les boissons pour en faire des cocktails. Bonsoir Cor. Tu vas bien ? Très bien. Écoute, on va commencer doucement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et voilà, partir de tes études jusqu'à ton parcours professionnel ? Alors, en quelques mots, je m'appelle Ninon, du coup, j'ai 24 ans, je suis née à Annecy. Je travaille actuellement à Genève. Niveau parcours professionnel, l'orientation, ça a toujours été ma bête noire, que ce soit à l'école ou à la sortie du lycée. Je suis allée jusqu'au bac, donc j'ai fait un parcours assez classique. Et une fois que j'ai eu mon bac général, toujours ce mot orientation, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai pas de voie, il n'y a jamais rien qui m'a tenté en particulier. Et les rendez-vous avec les conseillères d'orientation qui ne mènent jamais à grand-chose. Enfin, en tout cas, pour ma part, je décourage personne. Mais... En plus, ça met pas forcément en confiance parce que tu vas voir le conseiller d'orientation et puis t'arrives pas forcément à trouver ta piste tout de suite. Et là, tu fais, mais alors vraiment, je sais pas quoi faire, quoi. C'est ça. Puis elle te fait faire, il ou elle te fait faire des tests où tu vois pas tellement quel est le but final. Ça n'a jamais donné grand-chose. Et à cette époque-là, j'ai eu la chance d'avoir mon frère qui était au Panama, en Amérique centrale. Et lui avait été à la tête d'une ferme en permaculture, en fait, ferme agricole biologique, où il faisait grandir des légumes. Il fabriquait une maison autonome au sein de cette ferme-là. C'est-à-dire une maison autonome, c'est qu'en fait, au niveau ressources... Voilà, exactement. Donc, était, qui était indépendante au niveau lumière, avec un four extérieur naturel où du coup toute la nourriture venait de leur propre production. Même au niveau électricité, eau chaude, ils arrivaient électricité à être eau indépendants. Chaude, il y avait des panneaux solaires. Au niveau de l'isolation, ils avaient fait un toit végétal. Ah. Donc le toit tout en herbe, au-delà d'être magnifique, c'est un isolant incroyable. Et voilà. Et du coup, je l'ai appelé en lui disant je suis un peu paumée, je sais pas trop ce que je vais faire. Et il m'a simplement dit écoute, si tu sais pas quoi faire, viens me filer un coup de main au Panama. Je vais te trouver de quoi faire. Et puis voilà, ce sera formateur. Donc j'y suis allée pour 6 mois. Et puis voilà, c'était une expérience incroyable, sortir du lycée et se retrouver un peu dans la jungle panaméenne et apprendre à se servir de ses mains. Ouais. À apprendre quel est le principe de la permaculture aussi, qui est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui m'intéresse encore beaucoup aujourd'hui, et qui, je pense, à un moment ou à un autre, sera les prochaines techniques d'agriculture. Oui. Après, c'est vrai que la culture panaméenne, ça n'a peut-être rien à voir aussi avec ce qu'on a en France, et que ça a dû peut-être te chambouler un peu les idées, te faire voir d'autres choses. Pour le coup, la culture panaméenne est très particulière, parce que c'est un pays assez jeune, qui a une centaine d'années officiellement, et c'est un pays qui a tellement de mélange de cultures qu'il en perd pratiquement sa culture de base. D'accord. Du coup, ça va être assez hispanique, assez américain. Il y a beaucoup d'Américains qui viennent au Panama parce que c'est un paradis fiscal aussi, qui viennent faire leur retraite tranquillou là-bas. D'accord. Donc au final, je pense que ce serait même différent d'aller au Chili ou au Pérou. On aura quand même plus des racines typiquement latino-américaine. Dire que le Panama, je l'ai quand même moins ressenti. J'étais un chouï déçue en arrivant. Je me suis dit, ça va être fou. Et en fait, ils sont quand même beaucoup sur le schéma américain. Donc voilà, c'est le truc qui m'avait un peu... En tout cas, peut-être j'allais dire au niveau, justement, forêt luxuriante. Enfin, c'est pas du tout le même environnement. Alors, complètement. Alors, par contre, ça, c'était complètement déroutant. C'est même au niveau de la permaculture, justement. Comment gérer la permaculture, que ce soit au Panama ou en France, ça doit pas du tout être pareil. Rien à voir. Mais par contre, eux, ils le pratiquent pas du tout. Ça veut dire que nous, la ferme dans laquelle j'étais, on était sur le flanc d'un volcan et on était entourés de plantations de café. D'accord. Donc on était entourés d'autres agriculteurs qui faisaient uniquement du café, donc monoculture, qui la plupart du temps traitaient. Donc c'était un peu conflictuel aussi parce que du coup, nous, on avait vraiment notre éthique de permaculture, donc où les plantes se répondent, se protègent les unes les autres et où on a cette idée où on n'a pas du tout besoin de pesticides ou d'intervention
de l'homme au final. Hmm. Et voilà, donc ça c'était un peu le truc qui dénotait. Et ils étaient assez impressionnés d'ailleurs D'accord. de voir la différence de culture qu'on pouvait avoir au sein de la ferme. Et par la suite, du coup, après, t'es revenu en France. Voilà, donc du coup, je suis revenue au bout de mes 6 mois. J'étais pas plus avancée, mais malgré mon expérience qui avait été juste extraordinaire et très formatrice d'un point de vue découverte et personnelle. Mais au niveau professionnel, ça m'a pas plus guidée que ça. Du coup, je suis partie faire une saison à Val Thorens, une station qui est pas très loin du Mont Blanc. Et à partir de là, pareil, j'ai fait une saison qui était à peu près de 6 mois. Où pareil, là, cette fois-ci, c'était la première fois que je faisais une saison en service. Donc j'ai appris un peu à accueillir les gens, à les servir un peu tout ce qui est l'hospitalité traditionnelle. Enfin, j'avais jamais fait ce boulot-là, du coup... Quelque chose d'un peu strict, un peu cadré, voilà, avec des règles à respecter. Exactement, avec tout le protocole qu'il peut y avoir. Et j'étais assez impressionnée d'ailleurs, parce qu'on ne se rend pas compte quand on va au resto toutes les choses qui se passent. Et voilà, et puis je suis redescendue à nouveau à Annecy. Je suis rentrée à Annecy après ma saison. Et puis là, j'étais pratiquement désespérée parce que je me disais, mais si ça m'a pas toqué maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas faire des petits boulots tout le temps. Surtout que tu avais quel âge à cette époque? Quand je suis redébat, je crois que j'ai fêté mes 19 ans Non, mes 20 ans à Panama. Donc je devais avoir 21 ans, plus ou moins, quand je suis redescendue de Valto. C'est vrai qu'à cet âge-là, soit on se dit, allez, on se met tout de suite à la vie active, ou alors soit on retourne faire des études. Mais c'est vrai que si dans ton cas, tu savais pas exactement quoi faire, tu t'es dit, allez, je rentre dans la vie active et peut-être je vais trouver quelque chose qui va me botter, quoi. C'est ça. Et puis la vie active, après, c'est vite un petit boulot parce que t'as pas de compétences. Et puis à l'inverse, les études, ça coûte cher. Faut être sûr dans quoi on s'engage. Si c'est dans les grandes villes, il faut avoir de quoi se payer un logement. Enfin, il y a toutes ces choses qui font que c'est un peu compliqué. Bref. Et du coup, voilà, comment t'en es arrivé à la mixologie? Quel a été le déclic? J'ai fini une soirée à discuter avec un pote où je lui disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Et il m'a dit, écoute, j'étais là, arrête de chialer. Moi, je vais t'emmener dans un bar que je connais à Annecy. Je vais souvent, ils cherchent quelqu'un en service. Donc comme ça, soit ça te fera un boulot en attendant que tu trouves, et puis soit sinon, ça va être cool. Et du coup, il m'a emmenée à la Queue du Coq, dans lequel j'étais jamais allée, donc dans un petit passage, tout petit bar, un peu style prohibition, un peu speakeasy. Et voilà. Et c'est lui qui m'a amenée là-bas. Et c'est là que j'ai fait la rencontre d'Alexandre Gérard, du coup, le propriétaire des lieux, qui est aussi devenu mon mentor principal. Et de mon collègue aussi, qui travaillait là-bas à l'époque, où on était un peu le trépied de base. Et voilà, puis du coup, j'ai commencé en simple service, du coup, en extra tous les week-ends. Et on s'est tous liés d'amitié très très vite. Et puis l'endroit est incroyable, les clients étaient incroyables. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser, à voir un peu eux ce qu'ils faisaient aussi. Eux, ils étaient complètement dans la mixologie que je découvrais totalement. C'était la première fois que je voyais des gens faire ça. Et puis ça me passionnait, quoi. C'est hypnotisant. Des fois, j'en oubliais mes commandes parce que j'étais juste en train de les regarder faire leur truc, tu vois. Et quand, par exemple, tu pratiquais ou tu t'entraînais, c'était sur le tas, directement au bar, ou est-ce que chez toi, genre, tu faisais des recettes ou quoi? Déjà, j'ai bossé 6 mois pour lui, uniquement en service, jusqu'à ce que je lui dise, ça me fait plus assez de revenus, donc je vais me trouver un boulot ailleurs. Et il m'a dit, non, tu restes avec moi, je te crée un poste, je peux pas te payer beaucoup, mais en échange, je te forme. Donc là, il a commencé à me former, il m'a donné cette chance-là. Pour le coup, non, il n'y avait qu'au bar que je m'entraînais parce que déjà, j'avais pas de matos du tout. Et puis je me sentais pas moi toute seule au début d'expérimenter des trucs, donc certes quand j'étais en soirée je prenais des trucs, je m'éclatais, mais après j'avais pas, non, c'était essentiellement au bar. Du coup il t'a formé, j'allais dire, aux outils, aux ingrédients. Exactement, aux techniques, à pourquoi est-ce qu'on va faire ce choix de verre au lieu de ce choix de verre ou Oui, parce que souvent dans notre tête on résume, j'allais dire, le cocktail à la shaker et puis avec la cuillère et puis basta, quoi. Alors qu'en fait c'est les outils de base, mais en soi toutes les techniques qu'on va utiliser à côté sont hyper importantes. Si on va le faire directement au verre, si on va aller le shaker, si on va le faire dans un verre à mélange et ensuite le verser dans le verre final. Et voilà, donc ça se fait petit à petit, apprendre aussi les recettes, toutes les recettes de la carte qu'on avait, apprendre tous les alcools, les procédés, c'est fou, quoi, on n'en a jamais vu. C'est complètement c'est illimité, en fait. C'est complètement illimité. T'en as pour l'infini, en fait, au niveau des recettes, etc. Toute ta vie, en fait, tu pourras expérimenter des cartes, expérimenter des recettes, en fait. C'est de la cuisine liquide, donc à partir de ce moment-là, comme un chef n'a aucune limite dans son inspiration et
et dans ces recettes que nous, c'est pareil. Du coup, est-ce qu'il y a plusieurs types de mixologie? Est-ce que tu t'es spécialisée dans une en particulier ou Alors, non, pas spécialement. Enfin, en tout cas, pour le moment, non. Je considère pas avoir assez d'expérience. Je me suis pas encore assez fait la main pour estimer que j'ai ni ma marque de fabrique, ni mon style à proprement parler. J'ai encore trop de choses à découvrir. Après, je vois ce qui m'attire le plus. C'est vrai que j'aime principalement quand même les choses qui sont assez simples. Les transformations de produits, il y a beaucoup de gens qui font des grosses transformations de produits, par exemple ce qu'on appelle des fat wash. C'est intégrer un corps gras dans un spiritueux, par exemple. D'accord. Ça, c'est des manips qui vont être un peu plus poussées, que j'ai pas trop pratiquées jusqu'à maintenant, mais qui sont pas forcément dans mon idée. Donc, J'ai même vu qu'il y avait, on va dire, des mixologues qui s'amusaient à faire des expérimentations complètement dingues, genre des gelées ou des trucs à fumer, enfin des trucs un peu bizarres. Oui, bah après les glaces, voilà. Carboniques, les trucs comme ça. Ouais. Après, c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'il y a toute une mise en scène aussi qui peut se créer autour du cocktail qui est super chouette. Tu peux mettre ton cocktail par exemple dans un coffre-fort ou l'amener dans un espèce de mini jardin japonais. Après, c'est là où c'est chouette aussi, il y a une créativité qui est folle, quoi. Au niveau visuel, il y a quelque chose aussi. Ça fait appel à tous les sens, en fait, que ce soit visuel, olfactif, au niveau du goût, au niveau du toucher, tout rentre en compte, en fait. Tout est important. Tout est important. Ça, c'est comme la cuisine, je pense. Exactement. Tout a une raison d'être. Est-ce que tu as un processus créatif? Basiquement, moi, spontanément, je parlerais d'une carte entière, en fait. Quand on va créer une nouvelle carte, par exemple, pour le bar, on va partir d'une idée principale qui va être notre fil rouge, en fait, tout au long des cocktails, où les cocktails vont se répondre les uns aux autres, ou si on va... Par exemple, le bar où je travaille actuellement, on est parti sur l'idée des plantes et l'idée de faire le plus écologique possible. D'accord. Et à partir de ce moment-là, on a sur chaque page une plante et on le décline en short drink ou en long drink. Et voilà, déjà, à partir de cette base-là, ça nous donne un bon fil conducteur. Et puis après... Ouais, parce qu'après, pareil, ça peut se dériver en plein de thèmes différents. Il peut y avoir les 4 saisons, ou genre la mer, la forêt, le ciel, la terre, le feu. Le tarot. Enfin, ouais, voilà, t'as tout. Tu fais vraiment ce que tu veux. On a même un collègue qui était venu faire un guest dans notre bar. Il avait fait sa shortlist sur les acteurs porno, en fait. Et on s'était trop marré. Ouais. Il avait fait... par exemple, il y avait une actrice qui avait toujours tourné avec son mec, donc complètement monogame, et il avait pris la poire qu'il avait détourné en plein de façons, mais toujours en restant sur l'ingrédient de la poire. Et du coup, en fait, il n'y a pas de limite, quoi. Tu peux délirer, tu peux faire des trucs. Donc non, c'est top. C'est vraiment... dans ce sens-là, c'est hyper intéressant. Puis après, bien sûr, dans tous les cas, on va essayer de sublimer le spiritueux qu'on utilise en premier. Les principaux spiritueux, c'est quoi? C'est whisky, rhum? Les principaux, ouais, on va dire whisky, rhum, gin, vodka. Enfin, ouais. Pour moi, ce sera les principaux. Après, on va voir le Calvados, on a les... C'est ça, il y a aussi du saké. Voilà. Ouais, c'est ça. Après, on a plein d'autres choses qui vont rentrer dans le... Et le cocktail, est-ce que c'est quelque chose qui, j'allais dire, existe depuis longtemps, ou est-ce que c'est depuis, je sens que depuis les 20 dernières années, c'est quelque chose qui explose à nouveau, en tout cas à Lyon ou même à Paris, et c'est quelque chose vraiment qui, j'allais dire, devient à la mode d'une certaine manière. Ouais, on a eu un gros retour. En tout cas, on va dire approximativement, mais je pense que pour la France, ça a bien faire... je pense que les 5, 6, 7 dernières années ont été vraiment plus riches où la mode est vraiment plus revenue. Après, là, par exemple, la scène cocktail londonienne ou berlinoise ou new-yorkaise, forcément, là, on est vraiment plus dans le berceau du cocktail. Il y a des grands classiques qui sont créés, où il y a des très grands bars, des bars avec beaucoup de renommée. Après, pour la France, c'est vrai qu'on a un chouille plus de retard, forcément. Et c'est là aussi où ça se sent, pour nous, à Paris, pas trop, parce qu'après, on reste à la capitale, et puis quand même, la culture est bien là. Mais on le sent beaucoup à Annecy, en tout cas, ou même encore un peu à Genève, mais beaucoup plus à Annecy, où on a un peu un travail d'éducation des gens au niveau du cocktail, où on leur redonne confiance on les réapprend à savoir ce que c'est que le cocktail et la mixologie aussi, du coup.
Dans le sens où beaucoup de personnes ont le cliché du cocktail très sucré, très alcoolisé, gombo uniquement au bord de la plage avec une ombrelle, machin. Alors que voilà, aujourd'hui, on a une capacité à faire des choses très très fines. Donc ouais, je pense qu'il y a une redécouverte du cocktail où on redéfinit un peu l'image plutôt que celle qu'il avait avant, quoi. Et du coup, Ninon, quelles sont tes références ou tes inspirations en matière de mixologue ou même de cocktail que tu as pu découvrir? Il y a des grandes dames du monde du bar que j'admire beaucoup. On a Karina Soto Velasquez, qui est une dame qui travaille dans un grand groupe de Paris. Audrey Sanders aussi, qui a été une des femmes qui a eu la plus grande renommée à New York. Et qui a créé aussi des classiques que j'apprécie particulièrement, genre le Old Cuban. Et après, pareil, il y a Masa Rushido, qui est un japonais new-yorkais aussi, que j'admire énormément, justement, parce que c'est un des barman qui a son image principale, c'est un sourire gigantesque, en fait. Ah, d'accord. Et il est d'une sympathie, d'une simplicité, d'un accueil qui est incroyable. Donc je le respecte aussi pour son hospitalité qui est admirable. Et plus dans mon délire, du coup, il y a Trash Tiki. En fait, c'est un couple qui voyage autour du monde et qui essaie de sensibiliser en fait les barman à l'écologie dans le monde du bar. Et ils font plein de masterclass, ils ont vraiment fait avancer ce côté-là. Donc au niveau des ingrédients, au niveau des outils. Voilà, au niveau des outils, au niveau des techniques, comment économiser des ingrédients, des alternatives. Les transports, les fournisseurs, tout ça. Par exemple, ouais, ou même typiquement, quand justement, j'avais déjà suivi un masterclass de leur part, et ils expliquaient pour le jus de citron des techniques, comment faire une infusion avec les coques, pour récupérer une solution un peu acide à diluer pour faire une plus grande quantité de jus de citron plutôt que de... Enfin voilà, c'est plein de petites astuces comme ça où moi, ça m'a énormément parlé. Et voilà. Et du coup, tous ces différents mixologues, est-ce qu'ils sont, j'allais dire, des spécialistes dans le sens où ils font de la gastronomie liquide, ou est-ce que ce sont des gens, on va dire, un peu du spectacle, où ils font du jonglage avec les checkers, ou c'est pas du tout le style C'est pas le style. Non. C'est pas le style. On distingue vraiment la mixologie ce qu'on appelle le flair, le flair bartending, où en fait, le flair, ça va être l'art de justement jongler, genre lancer les bouteilles, le côté équilibre, le côté sportif de la chose. Ouais. Et après, la mixologie, on va vraiment être sur la saveur, sur une exécution précise, mais on va pas être dans le spectacle nécessairement. Non. Ok. Après, là, c'est le cocktail. Un bar sera toujours un peu une scène de spectacle, à mon sens. Tu parlais de mise en scène tout à l'heure, ou comment tu présentes justement ton Exactement, cocktail. mais même notre attitude à nous, quand on est sur le bar, on est quand même on est sur une scène, tout ce qu'on fait, les gens regardent nos mouvements, donc on a... C'est un peu du théâtre au final. Exactement, voilà. Ouais, okay. c'est... Et j'avais une question marrante, c'est en fait, est-ce que tu adaptes ta personnalité en fonction du cocktail que tu sers Non mais je sais pas, tu t'inventes des personnages, c'est comme tu disais, tu t'inventes une carte en fait avec les différents ingrédients. Le citron, je vais être un peu, je sais pas. Ce serait compliqué parce que vu le nombre de cocktails qu'on fait en une soirée, j'aurais l'impression d'être schizophrène à la fin, tu vois. Multipersonnalité. Non, quand même pas, mais après c'est vrai qu'on va... on laisse toujours notre vie perso un peu au vestiaire, quoi qu'il arrive. Quoi. D'accord. On peut pas se permettre, dans tout métier où on est en contact avec une clientèle, dans tous les cas, mais là, on est censé mettre bien les gens quand le mec il sort du boulot, il a une rude journée, il va venir boire un coup dans ton bar. Toi, tu t'en prends soin, tu le chouchoutes, tu l'accueilles, tu le guides un peu, mais à aucun moment tu vas dire putain, moi aussi j'ai passé une journée de merde, laisse tomber, tu vois. T'es là pour le mettre bien, donc à aucun moment tu vas. Donc, il y a un côté un peu psychologique. Un petit peu psychologue, ouais. C'est sûr que je pense que dans tout métier où tu as du relationnel, tu es obligé d'être un petit peu psychologue. Et puis en plus, c'est un métier où tu accueilles beaucoup de monde, où tu leur sers quelque chose, tu dois leur présenter quelque chose. Il faut que ça soit fait, j'allais dire, le mieux possible. Le mieux possible. Et puis, tout le monde est tellement différent que... On a aussi ce côté où on s'adapte vraiment à chacun. Quoi. On va avoir un enterrement de vie de garçon, comme deux copines, comme un petit couple qui a envie d'être tranquille, comme un groupe de jeunes.
Donc on a aussi ce côté où il faut s'adapter à nos clients, à nos interlocuteurs et savoir les cerner le mieux pour pouvoir les guider et essayer de parler leur langue plutôt que voilà. Donc il y a, j'allais dire, un côté un petit peu thérapie. Tu sais, il y a le cliché du barman qui allez, raconte ta journée, c'est bon. Vas-y, au revoir bébé, je vais te faire un whisky sec. C'est ça, double whisky sec, non? Ouais, c'est clair, franchement, ça peut carrément être une thérapie. Il y a des gens vraiment qui viennent, même spontanément. Je pense que tous les bars sont pareils, hein, que ce soit un PMU, un bar à cocktail ou un pub, ou enfin quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des gens qui viennent vraiment pour avoir un côté, d'avoir du contact humain. Il y a des gens qui sont très seuls aussi, et on a toujours une oreille attentive aussi. Et ça t'est déjà arrivé du coup d'avoir soit des gens mais genre méga heureux ou je sais pas un truc à fêter? Je pense que oui, mais peut-être des gens au bout du rouleau. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair, ça arrive. Puis après, ça dépend qui c'est. Si c'est des clients habitués, après, on noue forcément une certaine tendresse et un certain contact avec eux. Donc, on va être intéressé différemment. Des fois, t'as un mec que tu connais pas du tout qui va venir vider son sac. Donc, en même temps, t'essaies de l'accompagner. Après, c'est pas... Enfin, on n'a pas non plus les qualités des psys pour beaucoup conseiller. Donc, on va plus être une oreille attentive. Mais ouais, c'est déjà arrivé... une client qui fond en larmes. Après, voilà, on est toujours... on est dans un bar, donc il y a l'alcool qui est présent aussi. Donc, ça désinhibe beaucoup. Donc, il y a des choses qui sortent plus facilement que d'autres aussi. Puis vous, de votre côté, ça permet j'allais dire, de remonter un peu le moral. Oui, c'est un peu notre rôle aussi, ouais. Ouais, mais ça, de toute façon, j'allais dire, c'est un truc même... entre potes, on n'est même pas obligé d'être dans un bar. Bien sûr. Ça aide énormément à se confier ou quoi que ce soit, etc. Bon, pas aller dans l'excès non plus, à faire des conneries. Non, bien sûr. Mais voilà, ça aide toujours. À s'ouvrir, quoi. Ouais. C'est ça qui est, on va dire... qui peut être parfois peut-être un petit peu magique dans ce métier, c'est de pouvoir aider l'autre. De pouvoir aider, et puis surtout le monde de la nuit. En travaillant la nuit, je pense que t'es dans un café, t'as un mec qui en a gros sur la patate. C'est pas en buvant son latte macchiato qui va peut-être tout vider son sac, par contre après 1 ou 2 verres. Sans dire que c'est nécessaire non plus, mais je trouve que la nuit, il y a un côté un peu plus intime, un peu plus profond, où les gens se livrent un peu plus. C'est mon impression, et c'est pour ça que j'adore ce moment de la journée, quoi. Puis il y a le côté, j'allais dire, un peu loup-garou de l'être humain qui est pas un peu vampire en même temps. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le jour et la nuit, on n'est pas les mêmes, jour, quoi. Ouais, c'est ça. Puis on n'est pas dans les mêmes ambiances. Non, il y a un truc un peu mystique la nuit qui est chouette. Là, complètement. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler. Là, j'avais envie de parler des différents événements auxquels tu as participé, les concours, les compétitions. Comment tu as vécu tout ça? D'une façon assez extrême, j'ai envie de dire. Ça a été très irréel pendant une période pour moi parce qu'en fait, tout est allé très très vite. Donc, comme je t'ai dit, j'ai commencé mon apprentissage à la queue du coq, du coup. Donc, j'ai commencé à faire mes premiers cocktails, à gérer vraiment, à pouvoir assurer derrière le bar la semaine entière, etc. Et au bout de 6 mois où je faisais ça, en fait, il y a régulièrement des concours de cocktails. En général, c'est des concours de marque. Et du coup, il y a le concours Havana Club. Donc, c'était en 2018 qui a ouvert ses portes. Donc, en fait, le principe, c'est de créer un cocktail sur un thème précis. Donc, c'était Cuba moderne à cette époque-là. Enfin, cette époque-là, en 2018, c'était pas si loin. Et tu créais ton cocktail, t'envoyais ton dossier en expliquant pourquoi tu as fait ces choix-là, quelle est ta dynamique derrière ton cocktail. Ils sélectionnent ton dossier ou pas. Si tu es sélectionné, tu passes devant un jury où tu réalises ton cocktail au régional. Du coup, moi, c'était à Lyon pour ma région. Celui qui gagne va à Paris pour la finale nationale. Et celui qui gagne la finale nationale part à Cuba pour la finale monde et va représenter du coup son pays, donc là, en l'occurrence, la France. Et voilà. Et je suis arrivée du coup jusqu'à la finale monde alors que c'était mon tout premier concours. C'était la première fois que je créais une recette de cocktail. Et ça faisait 6 mois que j'avais attaqué, quoi. Mais c'est quelque chose que tu avais envie de le faire ou c'est arrivé par hasard ou c'est un truc on t'a proposé Je suis absolument pas compétitive dans l'âme. J'ai aucun esprit de compétition. Donc moi, de base, ça me faisait peur déjà spontanément. Je me disais, mais c'est ridicule. Je vais juste me faire humilier. Puis mon boss, qui est très, très concours, par contre, lui, il en avait vraiment fait beaucoup.
m'a beaucoup poussé à le faire. Il m'a dit mais t'inquiète pas, c'est une super expérience de vie. Au niveau humain, c'est incroyable. Et puis tu gagnes, tu gagnes pas, c'est pas grave. Enfin, t'as rien à perdre, donc vas-y. Donc il m'a pas mal poussé à m'inscrire et aussi lui était mandaté pour faire la promotion du concours. En fait, c'était un des mentors. D'accord. Et du coup, de ce faire, il m'a dit tu t'inscris, par contre, t'auras pas un chouille de mon aide, tu vas te démerder du début à la fin. D'accord. Donc moi j'étais un peu ouais bah ça va. Je te mets dans un truc, mais t'as pas d'aide. Exactement. Par contre, je le gardais pas. Donc il m'a toujours guidée de toute façon sur les cocktails, mais en ce qui concerne le concours, par contre, il avait vraiment pas du tout possibilité de me guider dans une direction, dans une autre. Donc j'avais les mêmes consignes que les autres, normal, donc pas de... Et puis voilà, puis finalement il a super bien fait parce qu'en me débrouillant toute seule, j'ai créé ma recette à mon idée et je suis arrivée jusqu'à la finale monde, du coup à Cuba, où je représentais la France. Et on était 41 pays représentés, où il y avait déjà eu ces présélections également. Et puis voilà. Puis il y avait quoi comme pays? C'était un peu du monde entier? Ah, c'était vraiment monde entier. Ou c'était essentiellement Amérique du Sud? Non. Non, vraiment pas. Il y avait beaucoup de pays d'Amérique du Sud, il y avait beaucoup de pays européens, forcément. Après, il y avait des pays asiatiques. Il y avait vraiment de tout, sauf les États-Unis, du coup. Par rapport à Cuba. Passif lourd de Cuba. Mais non, à part les États-Unis, il y avait vraiment... C'était très diversifié, quoi. Et c'était vraiment le premier concours que tu as fait tout de suite? Alors, c'est le premier concours auquel je me suis inscrite. Donc, c'était la première recette que je créais. Quelques temps après m'être inscrite avec ce concours-là, je me suis inscrite à un autre concours en parallèle, qui était les Trophées du bar, où pour moi, c'est un des concours les plus pertinents. Parce qu'au-delà de juste créer une recette, donc tu crées ta recette à toi. Et en fait, le jour du concours, si tu es sélectionné pour aller à la finale nationale, en fait, il y a énormément d'étapes. Donc, par exemple, on avait eu... Donc, tu fais ton cocktail. Tu dois tirer au sort un cocktail classique et le réaliser dans les dosages exacts. Tu as un QCM sur l'histoire du bar. Les dates, les grands noms, etc. C'était la première fois qu'ils nous donnaient un blend de whisky, donc un assemblage de whisky. On devait le goûter et ensuite tous les whiskies séparés et on devait refaire le même dosage de chacun des whiskies. Donc en fait, on est sur quelque chose qui est très pointu, très technique. Très pointu, très technique, mais en même temps, pour moi, on valide vraiment toutes les compétences en fait pratiquement qui sont importantes dans le bar. Donc c'était super important, enfin super intéressant. Et comment ça s'est passé? J'ai réussi à aller jusqu'à la finale à Paris, donc j'étais super contente. La sélection à Lyon aussi, du coup, c'était super bien passé. J'étais super confiante avec mon cocktail. Puis pareil, c'était la deuxième fois que je passais devant un jury, donc j'étais comme une dingue, quoi. Donc super gratifiant d'avoir été sélectionnée. Et en fait, la finale à Paris, ça a été une catastrophe sans nom, mais genre, c'était affreux, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'y suis allée, du coup on avait en fait on était sur une espèce d'estrade avec toute une audience devant nous. Moi j'étais très impressionnée parce que en plus j'avais déjà été sélectionnée pour aller à Cuba. Donc ça c'était su. Donc en fait il y avait pas mal de gens qui se disaient tiens on va voir un peu ce qu'elle vaut, etc. Ce qu'elle a dans le ventre. Enfin je pense pas qu'ils étaient venus dans cette idée, mais un peu genre on va voir qui c'est. Moi, j'étais très impressionnée parce qu'il y avait énormément de barman parisiens dans la salle. Des gens que tu connaissais? Des gens que je connaissais et d'autres que je connaissais pas. C'était assez impressionnant. Et en fait, donc j'étais sur ma scène avec mon micro, toute l'audience, etc. Donc je viens avec ma caisse, toutes mes affaires. Et je tire au sort mon cocktail classique. Sauf qu'en fait, en réalisant le cocktail, je me suis trompée sur un ingrédient. Et j'ai complètement perdu mes moyens. Mais impossible de te rattraper. De me rattraper, j'arrivais plus à sourire, je perdais mes mots. Genre silence dans tremblais la pièce. Je tremblais comme une femme. Enfin, vraiment l'horreur, quoi, l'angoisse. Et du coup, donc, je finis en me disant, ok, de toute façon, c'est foutu dans tous les cas. De toute façon, j'aurais pas les points terminés. Bon, bref, je change mes affaires en souriant, je prends ma caisse et puis je me casse en cuisine. Donc, on avait un rideau, puis on passait en cuisine, puis c'est là qu'on avait tous les gens qui se préparaient, puis on tournait. Du coup, je pars de la salle, merci à tous, je fais un grand sourire, je passe le truc et je balance ma caisse sur une table, je fais putain de merde, ou je sais plus, genre, fais chier, ou je gueule comme ça, sauf qu'en fait, j'avais pas coupé mon micro. Donc, en fait, j'ai entendu mes insultes résonner dans toutes les enceintes de la salle et du coup, l'audience éclatait de rire alors que je venais de me ridiculiser platement. Puis le organisateur qui était derrière, dit non, ton micro, tu l'as pas coupé.
Donc voilà, Donc là, oh merde. Donc ouais. Grosse expérience horrible. Très, Très mauvaise expérience. Très mauvaise expérience. Et en plus, 3 semaines plus tard, je m'envolais pour Cuba pour aller. Ah ouais, donc là pour aller représenter la France. Donc en fait, moi, là, le gain de confiance. À zéro, j'étais à -12 quoi. Je me suis dit putain, je vais me faire humilier, mais ça va être affreux quoi. Et comment ça s'est passé là-bas à Cuba du coup? Et en fait, du coup, je pense que ça a été super bénéfique que je me vautre littéralement comme ça parce que j'y suis allée en étant absolument sûre et certaine de perdre à Cuba. Et en fait, je pense que ça a créé un peu une simplicité dans mon esprit où en fait, j'y suis allée en me disant je vais me faire plaisir et puis c'est vrai que ça va être une super expérience et ça va être dingue et puis Cuba et puis tout ça et donc faut que je prenne ce qu'il y a à apprendre et du coup j'y suis vraiment allée avec pas mal de détente au final en me disant dans tous les cas je perdais et voilà et du coup au final ça s'est super bien passé, les sélections se faisaient en 2 jours donc en fait on restait 6 jours à Cuba, on avait 3 jours d'immersion donc ils nous faisaient des cours, des séminaires, c'était super intéressant, des visites de distillerie donc on était vraiment baignés dans l'ambiance de Cuba. Et le 4e jour, ils faisaient les semi-finales. Donc sur les 41 participants, ils en sélectionnaient 10 qui s'affrontaient le lendemain. Donc là, j'ai fait un cocktail qui avait rien à voir avec mon cocktail de base. Je suis arrivée, il faisait tellement chaud que je voulais pas faire un cocktail sucré, un peu. Enfin, c'était trop écœurant, donc j'ai fait l'extrême opposé. Je suis partie en cacahuète en plus. J'ai fait avec du rhum, basilic, coriandre, j'ai mis du pastis, j'ai mis du rosé. Enfin, je me suis dit, je représente la France, vas-y, on va représenter la France. Et en fait, j'ai juste fait un truc qui me plaisait à moi. Que tu avais envie de boire sur le moment. Voilà, que j'avais envie de boire moi, qui avait du sens. Et de base, j'étais partie quand même d'un cocktail classique pour m'inspirer. Donc c'était un peu c'était un twist d'un cocktail classique, mais à mon sens. Et je me suis dit, zam quoi. Et du coup, pour les semi-finales, il y avait un jury devant lequel on réalisait notre prestation et un autre jury qui était à part, qui était enfermé, qui recevait notre cocktail sans savoir notre nom et sans rien savoir pour faire une dégustation à l'aveugle. À l'aveugle, ouais. Donc voilà. Donc j'ai été sélectionnée dans les 10 et mon cocktail a gagné le prix de la dégustation à l'aveugle. Avec, par toute grande surprise, mais du coup, j'étais super gratifiée encore une fois. Du coup, génial. Et le lendemain, on était les 10 à s'affronter. J'étais la seule fille des 10, à savoir que sur les 41, on était 5 filles uniquement. Donc, tu étais la dernière fille Donc, j'étais la dernière fille des 10 sélectionnées. On s'est affrontés le lendemain et c'était incroyable parce que j'avais très, très peur de la... Comment dire, de la compétition, Oui. De la concurrence. Ouais, de la concurrence, voilà, qu'on s'écrase un peu les uns les autres pour se faire chacun une place. Et en fait, j'ai juste découvert des potes, mais incroyables, quoi. Le dernier jour, on était tous dans la salle où on se préparait du coup pour la vraie finale. Donc l'ambiance était électrique, quoi. Le stress était super palpable pour nous tous parce qu'on jouait tout le soir même et on se faisait des massages pour se détendre, on se faisait goûter, on se donnait des conseils, on se dépannait les outils qu'on n'avait pas. Et c'était vraiment... on était vraiment tous en symbiose et c'était super profond, quoi. C'était dingue. Ça m'a beaucoup marqué et du coup, on a fait la dernière... la dernière étape du concours et ça s'est super bien terminé. Et donc, comment ça s'est terminé du coup? L'annonce du gagnant, du coup, donc il y avait le podium, j'ai gagné la première place. Donc c'était la première fois que c'était une fille qui gagnait. C'était la première fois que c'était quelqu'un d'aussi jeune et avec si peu d'expérience. Donc c'était d'autant plus gratifiant à savoir qu'il y avait beaucoup de personnes qui préparaient ce concours depuis longtemps. Et voilà, donc complètement dingue. Et ils ont fait en parallèle aussi un autre prix qu'ils ont appelé le People Choice. En fait, ils choisissaient des personnes de l'assistance qui n'étaient pas forcément des professionnels du cocktail. Un prix du public. Voilà, exactement, prix du public où chacun allait dire un peu son participant préféré. Et j'ai eu ce prix-là aussi. Donc, tu as eu les 3 prix de la compétition. J'ai eu les 3 prix de la compétition à mon immense surprise. Quand ils ont annoncé les 3 prix en même temps et j'étais là, mais vous êtes sûr? T'as bien lu ton papier là parce que je suis pas sûre. Non, puis pour le coup, c'était une compétition, j'allais dire, vraiment juste, quoi. C'est pas parce que t'es la plus jeune ou que t'es une fille qui t'ont sélectionné ou quoi, parce qu'il y avait le truc à l'aveugle,
Et Voilà. puis il y avait aussi le People Choice, quoi. Voilà, c'est Donc ça. tu les as mérités, tes prix. J'ai payé personne pour... Mais non, c'est vrai, c'est vrai que la dégustation à l'aveugle, pour moi, c'était pratiquement le plus gratifiant parce que c'est un cocktail que j'ai vraiment fait sur le coup, quoi, sur lequel j'avais pas du tout travaillé en amont, alors que celui que j'avais fait pour la sélection des dossiers, je l'ai travaillé, retravaillé entre chaque sélection. Donc je l'avais travaillé selon les conseils des jurys que j'avais eu avant. Alors que celui de la dégustation à l'aveugle, je l'ai vraiment fait sur le coup, donc c'était un peu... le côté la plus grosse fierté pour moi, c'était ça. Tu avais eu un bon ressenti sur le moment. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, dans tous les cas, les notes se font par rapport à des points, en fait. Il y a tout un barème, 50% des points qui sont sur la prestation, comment on utilise l'espace, le charisme un peu, comment on interagit avec le public ou le jury. Et l'autre partie est vraiment exclusivement sur le cocktail en soi, le côté olfactif, le goût, etc. Donc, à partir du moment où il y a un barème, c'est pas quelqu'un qui va dire ouais, lui non, ouais, elle oui, ou si là, c'est vraiment au niveau de la dégustation. Techniques, quoi. Voilà, les critères sont très techniques. Et quand on est à ce niveau-là de compétition, les professionnels sont choisis aussi. Le jury était vraiment super éclectique. Il y avait des gens de tous les continents, des jeunes, des vieux, avec une expérience différente à chaque fois. C'était pas un jury lambda, c'était vraiment des pros. Donc en fait, chacun avait vraiment sa notion de la chose. Il faisait une moyenne et boum, quoi. D'accord. Et quand tu es revenu en France, ça a dû faire drôle. Ouais, carrément, c'était parce que surtout que quelques semaines avant, ils t'ont vu complètement échouer. Ils ont dit maintenant les championnes du monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans 2 semaines là? Ouais, non, c'était dingue. C'est pas la première chose à laquelle j'ai pensé. En rentrant, déjà juste de base, ma famille qui était genre mais d'où qui s'est foutu? Trop bien. Et aussi mon boss du coup qui même à la fin, je pense comme moi, il y croyait pas du tout pour la finale, même la finale nationale, il était super impressionné autant que moi, voire plus. Et pour la finale monde, par contre, il est tombé des nues, quoi. Il m'a appelé. J'étais à Cuba, il m'a appelé, il m'a laissé un message de 11 minutes où il pleure comme tout. Oh, c'est trop bien, genre adorable, quoi. Moi, je me suis mise à chialer en écoutant le message. Donc c'était d'une puissance juste exceptionnelle. Dans tous les sens. Puis c'est super gratifiant. Puis de venir à Dancy aussi, c'est pas Paris. C'est une assez petite ville, donc les gens étaient assez fiers aussi. Quand je suis revenue à la Queue du Coq, il y avait énormément de gens qui passaient me voir pour me féliciter. C'est vrai que je pense que j'ai bien mis... j'ai dû mettre 2 ou 3 mois à vraiment réaliser ce qui s'était passé, à réaliser quelles étaient les conséquences, comment est-ce que j'allais gérer ça. Et puis j'avais un peu l'impression d'être une gosse c'était le cas en plus. J'avais aucune notion de comment ça marchait, de quelle allait être la suite, tout ça. Donc ça m'a fait faire un bond en avant de... Il devait être super fier, Alex. Ouais, Alex, c'était incroyable. Je lui ai ramené le trophée qui s'appelle la Giraldia. C'est le symbole de Cuba et c'est aussi le logo d'Havana. Le premier soir, quand je suis rentrée de Cuba, je suis venue lui poser sur le bar. Il m'avait même pas vu rentrer dans le bar. Je l'ai juste mis devant la gueule comme ça. Tiens, tu m'as fait participer. Tiens, voilà, je te l'ai ramené. Tu voulais, je te le ramène. Tiens. Et là, tu dis quoi? Donc, non, c'était juste le retour absolument fantastique. Ouais. Puis des ouvertures sur plein de choses, quoi. Sachant qu'en plus, du coup, tu avais, y avait un projet à la clé, non? Tu devais préparer un truc. Alors voilà, le plus gros prix, parce que du coup, avec les 3 prix, ça faisait pas mal de trucs. J'étais gâtée, incroyable. Et le plus gros prix était... en fait, il finançait un projet professionnel. Et du coup, donc, à savoir que moi, je disais sans penser gagner. Donc, ça faisait pas non plus des mois que je me disais, tiens, je vais gagner ça, donc je vais faire ça, comme ci, comme ça, non. Donc, en fait, en rentrant, je me suis dit, c'est là que tout commence, en fait. C'est là maintenant qu'il faut que je me sorte les doigts, que je fasse quelque chose de cool. Et voilà. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir des premières bribes d'idées, mais c'était pas construit. Puis j'avais pas encore idée de ce qui était réalisable ou non, de ce qui pourrait marcher ou non. Voilà. Et du coup, après tout ce temps, on y est enfin arrivé. Donc, jamais... ça n'a pas encore commencé, mais j'ai jamais été aussi près du but. On va partir avec ma sœur, en fait, faire un tour d'Europe avec un caméraman monteur. Et on va aller rencontrer des barman.
principalement Europe, plutôt de l'Est, parce que c'est des pays dont on parle très peu sur la scène bar, sur la scène cocktail, pardon, et qui font plein de belles choses, que j'ai rencontré beaucoup de barman d'Europe de l'Est pendant le concours, où en échangeant avec eux, ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient et ils trouvaient qu'on ne le montrait pas assez, donc je me suis dit qu'on allait faire un petit tour là-bas. Et voilà, et aussi montrer comment on scinde le monde du bar et du cocktail avec la culture locale et surtout avec l'écologie. Donc voilà. Ok, Ouais. trop bien. Donc ça va être cool, on va partir 3 mois et on part début septembre 2020. Ok. Et voilà, petit itinéraire qu'on sortira bientôt. Trop bien. Ouais. Super. Alors, on en a déjà parlé un petit peu, mais du coup, comment tu appréhendes les personnes qui te sollicitent, par exemple pour réaliser un cocktail, ta relation avec eux, une notion de psychologue, etc. Comment je les appréhende? Déjà, de base, moi, je pourrais pas vivre dans un métier qui n'est pas social. Où il n'y a pas de sociabilité, en tout cas. Je sais que je m'éclate vraiment avec ma clientèle. Et, Tu peux pas être derrière un bureau avec un Ah ordinateur. non, c'est mort. Mais justement, pour refaire écho à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la thérapie, c'est aussi ma thérapie à moi, dans le sens où si j'ai passé une mauvaise journée, je sais que je retrouve mes clients à la fin et je suis pas du tout dans une dynamique où l'autre il fait chier, t'as vu ce qu'il demande ou quoi. J'aime bien justement les challenges et quand je tombe sur un client qui va me dire je trouve pas vraiment ce qu'il me faut sur votre carte, qu'est-ce que vous pouvez me proposer, ou alors si simplement j'ai même pas envie de regarder la carte, j'aimerais ça. Ou je leur dis, donnez-moi trois grandes directives, quel spirit, ou après je m'adapte un peu à ce qu'ils me disent. Et après je reviens au bar, soit je fais un cocktail que je connais déjà, soit je fais une impro. Je préfère, les gens n'aiment pas trop le terme impro dans le monde du bar, mais moi j'aime beaucoup ça en fait. Faire du spontané un peu. Au niveau du ressenti de la personne. Ouais, voilà, c'est ça. Même par rapport à différents styles d'ingrédients ou de goûts qu'elle t'a dit. Ouais, c'est ça, exactement. Tu t'inspires de la personne. Tu t'inspires de la personne et à la fin, quand tu vois un groupe rentrer dans le bar, t'es en... moi, je me fais souvent la réflexion, j'aime bien presque deviner un peu quel style ils vont prendre. Si ça va plutôt être un long drink un peu frais, elle va prendre un truc super gourmand, lui va prendre un truc hyper sec. Ouais. C'est rigolo, et puis le plus intéressant, c'est complètement de se tromper. parce que du coup, c'est là que tu dis, les clichés... Alors lui, c'était whisky, et en fait, pas du tout, c'était sirop de myrtille. La fraise, Après, il n'y a pas de... On juge personne, forcément, mais c'est vrai que c'est cool de voir qu'il y a... Après, pas tellement de clichés. C'est ça, avec l'expérience, tu as quelques stéréotypes qui te permettent Tu sais ceux qui sont les valeurs sûres, quoi. Tu sais que ces cocktails-là, ça a matché à 90% des cas. Que ça va être top. Ça, c'est cool aussi, les gens qui savent vraiment, je veux un truc un peu smoky ou quoi, où là, tu vas aller chercher des saveurs qui vont être un peu moins communes, où tu vas un peu plus t'amuser, ou des spiritueux qui sont un peu moins... moins parce commun. que tu peux autant avoir, peut-être des personnes vraiment qui s'y connaissent un petit peu, qui vont être tatillons, tu vois, je veux clair. le petit ingrédient qui va bien avec l'autre petit ingrédient. C'est ça. Voilà, et ça, le challenge est cool là-dedans. C'est vrai qu'il y a deux façons de prendre la chose, parce qu'en parlant avec des barman, je sais qu'il y en a beaucoup avec qui je discutais de ça, qui me disaient, par exemple, qui détestaient que quelqu'un me dise, tiens, je veux un cocktail avec ça, ou alors tel dosage. Ça, vas-y, fais-moi rêver. Ouais, après, fais-moi rêver, ça va, c'est cool, parce que du coup, t'as liberté. Mais par contre, moi, je sais qu'une fois... qui t'impose des règles. Ouais, mais après, moi, c'était au tout début où j'étais dans le monde du bar. Et du coup, j'avais fait la chose d'une façon très spontanée, mais on était allés dans un bar à Lyon, d'ailleurs. Je citerai pas lequel. Mais j'étais toute neuve et je venais de découvrir un cocktail que j'aimais beaucoup. Et en arrivant, en fait, le barman était quelqu'un d'une cinquantaine d'années, donc avait déjà un joli background d'expérience dans la profession. Et je suis arrivée et je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire ce cocktail en tel dosage? Mais moi, je l'ai demandé vraiment spontanément. Et en fait, j'ai vu sur son visage qu'il n'était pas content du tout. Et en fait, en discutant avec d'autres barman, je disais, moi, je comprends pas, parce que c'est vrai que s'il y a un autre barman qui vient me voir et qui me dit, franchement, ce qui me ferait le plus plaisir, ce serait de boire ce cocktail-là, et ma façon préférée de la boire, c'est ça. Est-ce que tu peux me le faire comme ça? Carrément.
Enfin, à la base, tu viens pour te faire plaisir, pour boire un truc qui va te faire du bien. Donc, je vais pas me vexer en me disant non, attends, moi, je vais te faire le mien, ma recette. Enfin, Ouais. voilà. Donc, après, c'est pour ça que les avis divergent. Mais pour ma part, en tout cas, ouais, c'est quelque chose que j'apprécie. Et du coup, alors, je pense que ta philosophie de vie, ta relation avec tes collègues, ton équipe, ton patron, ça doit être quelque chose de ultra important. C'est la base, Ouais. c'est la base. Pour moi, je me verrais absolument pas bosser dans d'autres conditions que celles dans lesquelles je bosse aujourd'hui, où on a une vraie symbiose de... Enfin, ça devient ta famille, en fait. C'est juste... c'est au-delà que ce soit les personnes avec qui tu passes toutes tes heures professionnelles, bah, il y a l'après-boulot, il y a... Enfin, moi, je me verrais pas venir faire mon taf et puis ciao, je me casse. Ça devient vraiment ta famille, quoi. Que ce soit à la Queue du Coq où j'ai été formée, ou du coup avec Alex et Alexis, mon collègue aussi, qui a énormément travaillé, enfin qui a énormément contribué à ma formation et à mon avancement dans le bar. Enfin, c'était mes deux meilleurs potes, quoi. À ce moment-là et encore maintenant. Et pareil, aujourd'hui, je travaille avec une équipe où on est 4 et c'est la folie, quoi. C'est de la folie, on est super proches, on est très très potes. Et... C'est une vraie équipe, il y a de l'entraide. C'est une vraie équipe, moi je me verrais puis même, pas vous du expérimentez tout, des choses ensemble, vous testez des trucs. Ouais, c'est clair. Et puis, dans tous les cas, il n'y a rien de plus terrible que quand tu vas au resto ou dans un bar et que les gens, tu sens une tension entre les... Tu vois, non, mais ça c'est là, mais je te l'ai déjà dit. Enfin, c'est... Tu l'as rangé où le couteau? Ouais, non, c'est ça. C'est derrière la porte, machin, enfin... Il n'y a plus de glaçons. Ouais, voilà, c'est ça. C'est détestable. Je trouve que c'est pas le problème des clients, etc. Donc, en fait, quand il y a une bonne ambiance, que tout le monde se marre, ça te met une atmosphère aussi dans le bar qui est extraordinaire. Et puis, c'est tellement plus facile, enfin, tellement plus agréable pour travailler dans des conditions comme ça. J'ai oublié un truc par rapport justement aux différents clients, parce qu'il y a des gens qui sont vachement pointus, mais il y a peut-être aussi des curieux qui s'y connaissent rien. Et par exemple, comment tu peux les guider? Parce que je sais qu'il y a certains cocktails qui sont peut-être plus doux, il vaut mieux peut-être commencer par cela au lieu de commencer par des durs, surtout si tu veux en boire plusieurs. Ouais, voilà, parce que le gars, on va dire le jeune qui connaît rien, qui dit allez, je veux votre plus dur, bim. Ouais, et que le gars, il est... Bah après, avec l'expérience, tu te rends compte, bah, comme je te disais tout à l'heure, tu as un peu une marge de manœuvre sur des cocktails qui plaisent pratiquement à tous les coups. Et puis après, le truc aussi, c'est que tu as des gens qui vont venir, par exemple, je voudrais quelque chose comme le mojito. Ça veut pas dire forcément qu'il veut quelque chose à base de rhum, c'est pas forcément dire qu'il veut quelque chose à base de menthe, mais par contre, j'en sais rien, tu vois, tu mets un truc avec du gin, du basilic, du jus de citron, enfin, on va rester dans quelque chose d'assez... sauf s'il te précise vraiment rhum ou quoi, mais après... Enfin, c'est ma façon de raisonner, mais c'est clair que tu vas pas lui faire un old fashion où c'est une base de whisky avec du bitter dedans, où c'est super corsé un peu, mais enfin... Donc après, ouais, puis comme je disais tout à l'heure, tu cernes un peu la personne, quoi. Et tu lui expliques un peu la carte, les termes qu'ils connaissent pas, et pour moi, c'est aussi une des parties qui est des plus importantes dans le métier qu'on fait, c'est le conseil. On peut pas se permettre de justement laisser des personnes qui connaissent pas trop la chose choisir un truc au pif, tomber sur un cocktail où ils vont juste le détester et nous récupérer le verre quand ils partent, il est encore plein. Enfin, c'est pas l'idée. Donc nous, on explique vraiment aux gens qu'il faut nous solliciter pour les conseiller, voilà, pour leur trouver vraiment ce qui leur correspondra à eux. Même quitte à ce que ils aiment pas, on leur en fait une autre histoire qui passe vraiment un moment cool et puis voilà quoi. Donc ouais. Ok. C'est chouette de les cerner. Très bien. Une question qui peut paraître un petit peu polémique, c'est est-ce que tu penses que par rapport à la mode du cocktail qui revient actuellement, il peut y avoir un côté, j'allais dire, un petit peu bobo, peut-être un petit peu prétentieux, que ce soit au niveau des clients, voire même peut-être des mixologues qui sont en mode moi je fais des cocktails, je ne sers pas de la bière. Oui. Pour les gueux. Pour les gueux, voilà. Moi, voilà, il coûte 11 €. Hein. Ouais. C'est pas du bas de gamme. Alors, bien sûr. Après, au niveau du prix, moi, j'ai toujours fait le parallèle entre les sushis et les cocktails, dans le sens où, de base, les sushis, les matières premières coûtent rien, pratiquement. Le riz, les algues... de l'avocat et du saumon, ça va être peut-être les ingrédients les plus chers et encore. Ouais. Mais c'est le savoir-faire qu'il y a derrière. C'est le temps que tu vas mettre à réaliser les choses. Quand tu as un cocktail, tu as un gros travail en amont aussi sur la préparation de la carte, sélection des ingrédients, etc. Donc, tout un travail qui est fait en amont sur lequel
il y a une partie du prix qui va se retrouver forcément sur le temps que tu vas mettre à le réaliser, suivant le spiritueux que tu utilises aussi. Donc, pour moi, le prix est justifié dans ce sens-là. Après, le côté bobo, moi, j'ai beaucoup de mal avec... si on parle du côté barman, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui se masturbent sur leur connaissance personnelle de bar et qui vont en étaler des couches et des couches de partout en disant « j'ai telle connaissance, j'ai telle connaissance ». Je connais tous les whiskies depuis 300 Enfin, ans. après, c'est très très bien de le savoir, mais un peu d'humilité, quoi. Ouais. Et je trouve qu'il y a des fois où, pour refaire le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure aussi, le mec qui a passé une sale journée, qui vient se détendre un peu avec son pote et qui se retrouve face à un barman qui lui dit « moi je fais ci, je fais ça, comme ça ». À un moment, non. Enfin, t'es là pour accueillir les gens, t'es pas là pour te faire mousser non plus. Donc, après, je dis pas que c'est pour tout le monde, mais après, voilà, il y a un côté un peu... un peu prétentieux, quoi. Je veux Ouais, dire, voilà. Il n'y a pas besoin chez de ça. certains, bien sûr, pas chez tout le monde, mais voilà, moi, c'est un côté qui peut m'agacer un peu. Et après, du côté client, le fait qu'il y ait eu cette mode-là, ça a aussi... ça a donné la mode à certains cocktails. Par exemple, le Morito, mais le Morito, ça date. Par exemple, là, ça fait 2-3 étés qu'on entend parler du Spritz à Touba. Donc, à part le Spritz, machin. Et en fait, les gens commandent uniquement ça, par exemple. Donc, même si toi, tu vas faire un twist du Spritz, ils vont vouloir absolument l'apérol, alors qu'ils n'ont pas goûté. Donc, ils vont rester accrochés à leur... Après, c'est pas critiquable non plus, tu vois. On peut toujours boire les mêmes choses, mais il y a un côté où nous, derrière, quand on vient expliquer qu'on a bossé sur une carte et qu'on a plein de choses à proposer hors ça, c'est non, c'est pas possible. Enfin... Donc, ouais. Ouais, surtout, en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que, comme tu dis, il y a un véritable travail de thème, une carte, et que c'est vrai que des gens qui viennent juste boire du cocktail pour dire « Ah, genre, je bois des cocktails », tout de suite, c'est un peu limité, c'est un peu dommage, quoi. C'est ça. Voilà, mais bon, après, un mec qui aime le steak frites et qui mange du steak frites dans tous les restos possibles et imaginables, soit il n'y a pas de souci. Voilà. Après, personne... Je juge personne, encore une fois, mais c'est vrai que le côté mais là, recherche... je veux dire, ça peut être un peu connoté. C'est-à-dire qu'en fait, le steak frites, c'est le steak frites de base. Il n'y a pas ce côté connoté, je mange quelque chose de fin, de raffiné, etc. Oui, vrai, alors, tu sais, je bois des cocktails. Moi, je bois des cocktails. Ouais, c'est vrai. Mais c'est en train de se démocratiser quand même pas mal. Je vois, en termes de clientèle, on a vraiment de tout. Et ça, je pense que c'est en train de venir aussi, quoi. Où les gens le font même... d'avoir des amateurs de cocktails qui sont pas du tout dans ce monde-là professionnellement parlant, mais qui viennent et qui demandent des conseils parce que chez eux, ils ont acheté un peu de matos. Et du coup, ils se font plaisir dans leur bar, dans leur bar chez eux, je veux dire. Mais non, ça se démocratise quand même pas mal. On a vraiment de tout. Et le fait qu'il y ait du coup on va dire une population complètement différente, diverse et variée, du coup ça enrichit et peut-être que ça fait redescendre un petit peu ce côté-là. C'est ça. Attention, c'est que à certains initiés qui Bien savent, sûr. qui connaissent le truc. Je pense que les gens pas se permettent, mais sont plus facilement vont plus facilement dans cette direction sans se dire oh là là, c'est pas du tout pour moi. C'est quand même plus accessible qu'avant, je pense. Ok. La question qui me paraît super importante, c'est l'hygiène de vie d'un mixologue. Voilà, que ce soit lui, ses clients, son équipe. Hygiène de quoi? Comment tu fais pour faire en sorte de prendre soin de toi et qu'il n'y ait pas ce souci justement par rapport à l'alcool Ouais. Voilà. C'est la première chose dont j'allais te parler. Pour moi, il y a plusieurs côtés dans la vie d'un barman où il faut porter son attention dessus et pas trop se laisser aller, à mon sens. Que ce soit principalement au niveau de l'alcool. Bon, après, quand on travaille, on ne boit pas quoi qu'il arrive, mais après, c'est vrai qu'on est dans une dynamique nocturne qui est différente que celle de jour. On a le manque de sommeil qui peut être assez rapidement présent parce qu'on fait quand même beaucoup d'heures. On travaille principalement la nuit, donc on n'a pas forcément de rythme de sommeil très régulier. Enfin, je dis je ne suis pas la généralité pour tous les barman, mais du peu d'expérience que j'ai eue jusqu'à maintenant, c'est un peu ce qui s'en est ressorti.
Et même pareil au niveau de la nourriture. Bon, après, pour tous ceux qui sont en restauration, c'est la même chose. Avoir un rythme au niveau de la bouffe qui n'est pas très régulier non plus. Donc voilà, ouais, moi je ferais principalement attention à l'alcool. Parce que même, là, tu payes un shot à un client parce que c'est un client régulier qui a mis une grosse note. Tu vas toujours être sollicité pour trinquer avec lui. Bah non, bah si, bah non, je peux pas. Donc, c'est obligé de mytho en disant que t'es sous antibio. Bah non, soit je conduis, mais il y aura toujours un peu cette insistance. Enfin, les gens attendent que le barman fasse un peu la fête avec lui, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est un peu le piège. C'est un peu le piège. Bah après, ça tient qu'à nous de dire non aussi, tu vois, et de s'y tenir. Mais c'est vrai que ça peut vite être compliqué si t'as pas forcément l'aplomb pour toi refuser ce genre de choses, quoi. Et comment tu fais, toi, justement, pour réussir à pas tomber là-dedans et à t'économiser d'une certaine manière? Parce que bon, je veux dire, là, t'as 24 ans, mais peut-être que quand tu seras un petit peu plus âgé, tu vas être là, tu vas faire « Ouf, putain, j'ai un peu trop insisté, là. » C'est clair. Je pense qu'il faut se faire avoir déjà. De base, il faut se brûler pour savoir que c'est chaud. Donc, j'ai eu une petite période où je me suis dit, putain, mais c'est cool, en fait, on fait la fête pendant notre boulot. Puis en fait, non, pas du tout. Tu te rends compte que c'est pas du tout le but, que déjà, si tu pars dans cette idée-là, tu dénatures ton travail. Parce qu'en fait, ton travail, c'est de faire la fête aux autres, pas toi. Quand tu sors du taf, ouais, vas-y, tu fais ce que tu veux. Mais par contre, pendant le boulot, non. Et puis une autre chose, c'est que tu pourras jamais tenir le rythme aussi. Enfin, c'est de la destruction. Donc voilà, pour moi, c'est un peu comme quand tu sors de chez tes parents, t'as ton premier appart, tu vas bouffer que des fast-food. Ouais. Au bout d'un moment, tu te dis non, il y a un problème, quoi. Ouais. Soit tu le vois sur ton corps, soit tu te rends compte que c'est pas tout bénef, quoi. Donc voilà, et puis j'aime beaucoup l'idée de travailler dans le monde de l'alcool sans boire. Je veux dire, c'est un peu comme le Bushido du samouraï, où en fait le meilleur samouraï possible, c'est celui qui n'utilise jamais son sabre, en fait. C'est celui qui arrive à discuter avec la personne et à régler le problème sans se battre. Oui, bien sûr. C'est même, j'allais dire, le meilleur flic, en fait, c'est celui qui utilise juste son calepin, en fait. C'est ça. C'est ça, exactement. Qui n'aura jamais besoin de son... Et oui. Ouais. C'est comme si tous les cuistots étaient obèses, en fait. Oui. Non, parce que ton boulot, c'est la bouffe, mais c'est pas pour autant que tu vas te boire frais. Donc là, nous, c'est pareil. Et puis c'est d'autant plus dangereux, en plus. Oui. Donc c'est une question de volonté. Puis aussi, j'allais dire cohésion d'équipe. Enfin, vous entraidez, etc. S'il y en a un qui est mort, qui peut plus rien faire, ouais, c'est clair. Les glaçons, Les glaçons, il a vomi dans les glaçons. non, quand même pas, Mais ça peut vite être un danger, ouais. Et puis même, j'allais dire, il y a, d'une certaine manière, vous sensibilisez aussi un peu vos clients, quoi. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui commence à avoir un petit peu trop bu. Ah ouais, clairement. Voilà. Après, dans tous les cas, niveau responsabilité et même niveau éthique, d'autant plus dans le monde du cocktail, on est dans une dynamique de dégustation. Ouais. Et pas de bourrage de gueule, nécessairement. Après, des fois, là, on n'a pas son lot. Mais voilà, donc la dynamique n'est pas celle-ci. Donc, nous, comme dans tout bar, s'il y a un mec qui rentre, il est déjà complètement cuit, non. Ouais. On va pas le servir. Si quelqu'un est en train, ça fait 10 minutes qu'il est là, il s'est enfilé 5 cocktails, pareil, on va dire genre, attendre un peu, on va calmer le jeu et on verra après. C'est aussi notre rôle de gérer un peu ça, donc c'est clair que si on se met la caisse devant eux, ça fait un peu hypocrite. Tout à fait. Mais ouais, faut faire attention, je pense surtout aux nouvelles générations de barman qui arrivent, parce que c'est tellement un métier qui est en train de se valoriser que y a le BS, c'est European Bartender School, qui fait des formations sur 1 mois, je crois. Ouais. Et donc, c'est des formations accélérées. Donc, quand tu sors, tu as un certificat qui dit que tu as le minimum de base pour être barman. Ouais. Donc, en fait, ça forme des bébés barman à l'appel, en fait. Et c'est vrai que je pense qu'il faut faire attention parce que c'est le genre de truc qui peut vite... où tu peux vite te perdre. Et c'est vraiment utile, ces écoles, ou est-ce que tu peux apprendre sur le tas? Parce que toi, par exemple, tu n'as pas fait d'école. Non, du tout. Moi, je pense que j'ai eu la meilleure façon d'apprendre, à mon sens, pour ma façon d'apprendre, en tout cas. Après, je pense qu'il y a des personnes... je connais beaucoup j'ai beaucoup de collègues qui l'ont fait. J'en connais même qui l'ont fait 2 fois. Ouais. Et voilà, après, c'est critiqué et en même temps soutenu dans le sens où... C'est beaucoup critiqué parce que
c'est assez light, quoi. Donc en fait, les personnes sortent de cette formation en se disant « je suis barman ». Ah ouais. Alors que faut avoir l'expérience derrière, faut... Enfin voilà, donc c'est un peu... On va dire que c'est en stade d'amélioration, c'est tout jeune. Ouais, c'est vraiment... c'est la base, quoi. Un mois de formation, c'est très, très peu. Et puis en plus, en général, c'est des destinations un peu de rêve, donc t'as Miami, D'accord, Londres, donc tu fais une machin. école Donc tu fais une école, en pour même avoir un stage... En même temps, tu fais la fête. D'accord, ouais, ok. Et après, donc voilà, donc c'est super chouette. Moi, je pense que c'est une super expérience de vie, basiquement. Mais après... C'est pas ça qui te forme réellement au métier de barman, quoi. C'est loin d'être suffisant. Enfin, c'est le minimum. Minimum. Mais après, ça doit coûter cher si tu dois partir à l'étranger. Ouais, c'est donc c'est pas accessible à tout le monde, en fait. Pas forcément. Non, ouais. Non, pas nécessairement. Ouais, ça fait un petit budget. Après, j'ai envie de dire, la plupart des formations, quel que soit le domaine, c'est quand même relativement cher en général. Donc après, voilà. Mais après, tout dépend de la motivation. J'ai un pote qui va le commencer en janvier. Il m'a demandé un peu mon avis. Je lui dis, mais fais. De toute façon, si t'as des thunes à mettre dedans, bonne expérience, je pense. Yes. Il y avait une chose un peu marrante dont j'avais envie de parler, c'est la notion, j'allais dire, un peu magique. C'est le côté cocktail où je mélange des ingrédients, c'est un peu le chaudron de la sorcière, la potion magique, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Ça me parle, forcément. Il y a un côté très mystique, je pense, quand on ne crée pas les cocktails, quand on les regarde de l'extérieur, qui est assez hypnotisant au final, que ce soit le fait de mélanger plein d'ingrédients, on secoue un coup et puis ça donne un breuvage incroyable, ou même la plupart des fois tous les petits bitters, toutes les petites bouteilles qu'on va avoir derrière le bar aussi, ça fait un peu, on va avoir des pots avec des feuilles de ça, des poudres de ça, enfin c'est un côté très mystique. C'est l'ingrédient secret, c'est le formol derrière. Ouais, mais c'est ça. Avec la bestiole. C'est ça qui est top, c'est ça. Un crapaud dans un truc. Non, mais ouais, il y a pas mal de bars qui s'en sont inspirés comme thème principal de leur carte et de leur cocktail. On a le Vaudou Reyes à Genève qui est vraiment autour de tout ce qui est vaudou, donc c'est très mystique. Il y a des crânes à l'intérieur, des choses assez intéressantes. Au Mexique aussi, un autre pote qui a un bar qui s'appelle Chaman, où on n'utilise que des ingrédients préhispaniques. Oui, parce que tu as chaman, vaudou, druide, sorcier, voilà, sorcière. C'est ça. Donc il y a un côté assez... oui, c'est magique, mystique, c'est un peu... Sachant que c'est vachement à la mode actuellement, avec on va dire, toutes les séries télé, les films qui sont sortis sur les sorcières, Buffy, Charmed, voilà, même American Horror Story avec les sorcières, etc. Ouais, donc c'est un truc un peu même dans le folklore, l'imaginaire collectif, on est là, tiens, la sorcière au goût du jour. Complètement. Et c'est vrai que moi, du coup, en réfléchissant au cocktail, je me dis, il y a vraiment quelque chose de l'ordre un peu de la potion magique, quoi, genre du filtre d'amour, j'en sais rien, mais quelque chose dans ce style-là, quoi. Puis même dans les techniques, spontanément, tu me fais penser, en fait, même juste le mot cocktail. On a coq comme l'animal et tail comme la queue, donc c'est la queue du coq. Et en fait, parce que de base, les boissons étaient historiquement mélangées avec des plumes de coq, en fait. Donc tu vois, avec le côté un peu plume, etc. Enfin, il y a plein de petits éléments comme ça où on va pouvoir un peu faire un peu le rapprochement. Ouais, c'est vrai que c'est assez parallèle. Oui. J'aime bien l'idée. Carrément. Mais j'allais dire, même au niveau des ingrédients, enfin, parfois tu peux même te dire qu'il peut y avoir un côté médicinal, remède de grand-mère, genre le grog qui soigne la gorge ou quoi. Oui, c'est clair. Le grog, on est tous d'accord. Après, comme je te disais, la carte qu'on fait au Dynasty là, à Genève, on est parti sur les plantes. Donc après, il y avait aussi peut-être l'idée de mettre un peu les qualités médicinales des plantes, pourquoi pas. Sauf que bon, la base, c'est quand même l'alcool. Oui. Donc bon. Donc c'est vrai que voilà, mettre en avant le côté... Ce sera un peu soit une tatou en niquant ton foie, sans aller jusque-là, mais voilà. Oui. Après, ceci dit, les alcools peuvent être médicinaux aussi. Médicinaux, pardon. Médicinaux. D'ordre médical. D'ordre médical. Par exemple, le Fernet Branca, où on est sur 27 plantes et herbes qui
qui font un breuvage que tu bois après manger, ça t'aide à digérer, ça fait passer le maux de tête, etc. Donc même si tu as un pourcentage d'alcool qui est identique à celui de la vodka ou du whisky, il y a quand même des... Parce qu'il y a différentes études qui montrent qu'il y a certains alcools qui aident au ralentissement du cancer. Après, voilà, de là à dire que ça va te guérir ton cancer, pas forcément. C'est ça. Et puis, voilà, c'est compliqué, j'allais dire, en termes de bar, tu vends de l'alcool, etc. De dire ça va vous soigner. C'est ça. Mais qui se saoule, putain, mais je suis encore malade. Je suis barman, je suis pas médecin non plus, quoi. Mais oui, après, si je bossais dans un salon de thé, je le ferais peut-être plus déjà, mais ouais. Sachant qu'il y a l'alcool, c'est... Mais ça, après, il n'y a peut-être pas une réflexion à avoir à ce niveau-là, au niveau de l'alcool, peut-être à plus petite dose, ou je ne sais pas, réussir à faire peut-être des cocktails sans alcool, ou alors juste un petit ingrédient qui fait que, c'est un médoc. En soi, après, je sais que l'industrie pharmaceutique ne va pas du tout aimer ça. Non, et puis même, à mon sens, c'est compliqué. Quelqu'un qui a envie de se soigner, il ne va pas dans les... non. Il va pas dans les bars, mais... Bien sûr. C'est vrai que, si tu recherches un élément pour te soigner, je pense que c'est spontanément pas dans un cocktail que tu vas aller le chercher. Mais c'est quand même probable d'utiliser des ingrédients qui ont des vertus. Je pense aussi. Ouais. Ok, écoute, on peut terminer sur la dernière petite question. C'est quel avenir? Quels sont tes futurs projets? Je sais que tu parlais d'un tour d'Europe, mais est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu plus de ton bar, voire même d'autres rêves que tu aurais? Pour l'instant, l'organisation de mon tour européen est déjà conséquente, donc je me concentrais essentiellement là-dessus. En tout cas, tout ce début d'année, là, déjà fin 2019, c'était le cas. Et puis on verra après ça. Je sais pas en fait je sais pas. Je mettrai tout en place pour que ce soit tout bénef pour nous, mais après je suis pas arrêtée en fait. J'ai envie de rester ouverte à plein de choses, à des propositions, ou même moi me lancer dans un autre pays ou dans une autre idée de bar. Je pense que ce tour va aussi beaucoup m'aider à voir la diversité de tout ce qu'on peut faire. Et peut-être aussi m'aider à moi trouver derrière dans quel style d'établissement j'ai envie de bosser ou quoi. Comme je leur dis, j'ai une expérience qui ne demande qu'à être exponentielle. Donc, Et là, dans ton bar actuellement, c'est quoi, on va dire, le principe, l'idée de base? Je sais que c'est écologique, mais peut-être que tu veux aller un peu plus loin. Alors, le bar dans lequel je travaille s'appelle le Dynasty. Donc, on est une équipe de 4, on est tous polyvalents. Et on a tous créé ensemble la carte, en fait. Donc, on n'a pas une équipe de serveurs, une équipe de barman. On est vraiment tous, on tourne. Ça nous permet de bien conseiller les clients, tout comme de bien faire les cocktails derrière. Et la carte qu'on a créée, là, c'était un peu notre gros challenge parce que, comme je disais, on a voulu faire le plus écologique possible. Donc, on a écarté de la carte tout ce qui était jus, y compris jus de citron. Donc, ce qui est un énorme challenge, à savoir que c'est quand même ce qui nous permet plus ou moins de faire la balance dans énormément de cocktails. Et voilà, donc on l'a remplacé par une solution acide qu'on a recréée nous-mêmes, en se basant sur l'acidité du citron. Il y a beaucoup de gens qui sont très réfractaires à cette idée, des puristes, etc. Après, nous, c'était pour cette carte. Parce que c'est pour éviter l'importation de citron. Exactement, en fait. Au lieu de faire venir des caisses de citron vert du Mexique, on utilise cette solution. Donc, on va faire baisser notre empreinte carbone. Et puis, le côté challenge aussi était super intéressant, quoi. Donc, on a sorti une carte, on n'a jamais eu autant de cocktails. Et on a réussi à respecter tout ce qu'on voulait. On utilise des produits locaux. Produits locaux, produits de saison. Produits bio, produits... on essaie, exactement, que des choses non traitées. Mais par exemple, toi, ton idéal de bar, justement, je ne l'ai pas encore. Tu l'as pas encore? Non, je ne l'ai pas encore. Après, j'ai mes idées de... Parce que tu me parlais de permaculture, ça pourrait être cool, justement, j'allais dire, un bar avec un jardin au-dessus. En fait, grosso modo, c'est ça mon idée finale. Mais finale, dans combien de temps, je ne sais pas. J'attends encore de voir, mais avec mon frère et ma sœur, on parle énormément de faire un mélange de tout ça, en fait, de retrouver un terrain où on puisse faire une ferme basée sur la permaculture, avec une maison autonome, et du coup, qu'on fasse et resto et bar à cocktail, mais uniquement avec nos produits à nous. Enfin, uniquement.
Après, en faisant peut-être pourquoi pas des importations de produits de base, tu vois. Oui. Si on veut faire importer des spiritueux, mais en faisant quelque chose de très local, circuit court. Après, c'est l'esprit, on va dire, des fermes autonomes, Voilà, tout à fait. De la permaculture, c'est que tu n'as pas forcément tous les ingrédients dans ta ferme, mais par contre, il y a de l'entraide, c'est-à-dire que la ferme à côté, voilà, toi, tu peux lui produire des choses que lui, il n'aura pas, et inversement. Tu files des légumes, il file des œufs. Ce qui fait que le niveau empreinte carbone, c'est zéro. Bah, quoi. c'est ça. Ça, ce serait le top. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers ce mode-là et qu'on aura à un moment aussi pas le choix, je pense. Dans tous les cas, on est dans une dynamique où c'est assez urgent et puis qu'il y a quelque chose, ça plaît et c'est plaisant. Moi, je vois le bonheur que c'était à Panama tu fais une pause sur la construction à midi, tu vas faire un tour dans le jardin, tu te prends ça. Et voilà, tu te fais à manger pour tout le monde, tu fais une tablée, tu manges les trucs que tu viens de cueillir, laver, couper. C'est juste incroyable. C'est un espèce de retour à la nature, mais sans pour autant être complètement dans le truc hippie. C'est qu'en fait, non, tout est calculé, tout est bien mis en place. On n'est pas dans une... On s'exclut pas ni de la société, ni du monde actuel en se disant je vais me cloîtrer dans ma cabane au fond du jardin pour plus avoir à faire ce monde moderne. Non, il faut faire avec les deux et je pense que c'est un peu le challenge de nos générations aussi, de faire avec ce qu'on a, mais de le transformer en quelque chose de durable. C'est ça, exactement. J'allais dire, une espèce de notion du développement durable. On est complètement dedans. Parce que voilà, il y a peut-être des exagérations actuellement. Je ne dirais même pas peut-être, je dirais même carrément, il y a des grosses exagérations actuellement. Et c'est vrai que ça peut être un système qui permet d'être dans la perpétuité, qui permet justement même juste de redonner le goût aux gens aussi. C'est ça. De montrer que... après, certes, c'est du boulot, mais qu'une fois que... Une fois que c'est lancé, que c'est super chouette. Oui, mais je pense qu'il y a aussi tout un bonheur à redécouvrir tout ça. Parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a rien de mieux que j'allais dire être pieds nus dans la terre, tu vois. J'allais dire ressentir un petit peu tout ça. T'es hippie toi aussi, non? Hein? T'es un peu hippie toi aussi. Un petit peu. Enfin, je suis plein de choses. Parce que le truc, c'est qu'en fait, voilà, quand tu vis dans la ville toute la journée et que tu n'as que des pieds sur du béton, au bout d'un moment, tu pètes un câble, quoi. Et je veux dire, retourner à la nature et voir toute la richesse que tu as et que tu peux être autonome. Ah, mais c'est fou. C'est dingue, là. Parce que je veux dire, même aujourd'hui, enfin là on parle cocktail, on parle bouffe, mais aujourd'hui, tu prends quelqu'un de lambda en ville, voilà, et tu le mets tout seul dans la nature, et est-ce qu'il survit? Ah bien sûr que non. Bien sûr que non, mais même moi, je ne sais pas me construire une cabane, je ne sais pas me faire... Enfin, c'est ça. On va avoir des petites notions, mais je pense que c'est ça aussi l'idée, si on arrive à avoir un lieu comme ça où on puisse être sur la permaculture, être sur l'autosuffisance, etc. L'idée, ce ne serait pas juste de vendre la prestation, ce serait de vendre des formations. Bien sûr. Parce qu'après, on s'enrichit au niveau connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, on y va pour apprendre, on y va pour connaître les plantes, on y va pour connaître tout ça, comment ça fonctionne, comment ça pousse pour survivre et pour vivre avec, quoi. Voilà. Ouais, puis c'est pas de l'échange de matériel, c'est de l'échange de connaissances. Et ça, c'est que exponentiel, en fait. Bien sûr, ouais. C'est le biomimétisme, et c'est juste fou, quoi. L'économie de la connaissance. Exactement. Ah, on a vu les mêmes choses. Ouais, carrément. Ok, bon. Eh ben, merci Ninon. Voilà, en tout merci cas, à toi. Je te souhaite tout le bonheur possible et surtout une construction de cette ferme autonome, bar à cocktail, cuisine, je l'espère aussi. Gîte, tout ce que tu veux. J'aurai une invitation, moi, perso. Merci à toi, en tout cas. C'était top. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à la chaîne du Studio Corewen. Vous trouverez dans la description de la vidéo toutes les informations concernant le travail de Ninon, ainsi que les différents liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux et nous soutenir. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une prochaine conversation. Ciao! Ciao!